Et si vous faisiez de votre ordinateur un laboratoire argentique? C'est avec cette idée que le plugin Dehancer a été conçu. C'est un plugin qui est assez complexe, il n'est pas facile à appréhender, donc aujourd'hui je vais faire une revue complète de la manière dont il fonctionne dans DaVinci Resolve, mais il existe également dans Premiere, After Effects et Final Cut. Cette vidéo est une collab avec Dehancer qui m'a offert une licence pour tester leur plugin, mais je vais tenter de rester aussi impartial que possible. Donc si vous avez déjà photographié ou filmé en argentique, vous savez que vous devez charger dans votre caméra une pellicule, un négatif, c'est en quelque sorte ce qui nous sert de capteur. Comme en numérique, il existe des formats de tailles différentes, par exemple le 16 mm est plus petit que le 35 mm. Et lorsque vous photographiez, vous exposez votre négatif à la lumière et pour obtenir une image finale, il faut d'abord passer par une étape en laboratoire. Le négatif est ainsi développé, il passe par une série d'étapes après laquelle il ne sera plus sensible à la lumière. Puis ce négatif est imprimé sur un positif. En photographie traditionnelle, ce sera généralement sur du papier photo. En cinéma, ce sera plutôt un film qui pourra être scanné ou projeté en salle. Donc la logique de Dehancer repose sur l'idée de reproduire ce procédé. Et ce qui est important à comprendre, c'est que c'est une approche qui est nostalgique, qui s'inspire d'une esthétique héritée de l'argentique. Et pour un étalonneur, c'est un outil qui est intéressant, il propose plein d'effets différents dans lesquels on peut piocher, mais dans la réalité du métier, on ne va pas forcément tenter de reproduire un look argentique. On va plutôt essayer de construire une esthétique à partir des intentions de ceux qui ont fait le film. Est-ce que c'est une pub? Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que le film est joyeux, dramatique? Est-ce qu'il parle de musique? Est-ce qu'il parle de technologie? Etc. Et donc, en fonction des discussions qu'on aura eues au préalable avec le client, on va plutôt tenter d'affiner les palettes de couleurs, travailler la courbe de contraste, etc. Tout ça grâce à des outils qui ont été conçus pour. Le plugin me semble plus indiqué encore pour les vidéastes parce que ça leur donne la possibilité de créer toute une palette d'esthétiques différentes sans avoir à être étalonneur. Et des esthétiques qu'ils ne pourraient pas avoir avec des luttes commerciales toutes prêtes. Alors, j'ai pas encore trop parlé des luttes sur cette chaîne, mais j'essaierai de faire un épisode un jour là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais faire une revue complète du plugin, et puis dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer un look de A à Z en partant d'images que j'aurai tournées moi-même. Le site de Dehancer propose d'autres outils pour la photo, par exemple Photoshop, également pour iPhone, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la vidéo. Je vais tester la version Pro qui est la version complète et qui coûte 449 $, mais vous pouvez acheter une version Lite ou bien certains effets séparément qui sont présents dans la version Pro. Alors il existe d'autres plugins qui reposent plus ou moins sur la même logique, par exemple Film Look Creator qui est inclus dans la version Studio de Resolve, ou bien Filmbox qui est un plugin d'émulation argentique comme Dehancer, mais qui est beaucoup plus cher puisqu'il coûte 5000 $ pour sa version studio. Alors, en réalité, le Film Look Creator n'est pas vraiment un outil d'émulation à proprement parler. Il est souvent comparé un peu à tort avec Dehancer, j'en parlerai peut-être un jour sur cette chaîne. Alors, avant de commencer, je vous conseille de faire un color management. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Pour plus de commodité, j'ai fait mon color management dans les menus, mais vous pourriez aussi bien le faire à partir de nodes. Dans ce cas, vous pourriez par exemple utiliser un Color Space Transform en entrée, un autre Color Space Transform en sortie, et puis le plugin Dehancer, il se placerait juste avant le dernier Color Space Transform. Donc la première chose qu'on remarque quand on place le plugin, c'est qu'il modifie d'emblée l'image. Je comprends la logique de proposer une image déjà émulée, mais si on fait dérouler le menu, il y a de quoi s'y perdre. Donc je vous donne une astuce. Dans la fenêtre Effets, si vous voulez fermer tous les onglets, vous pouvez maintenir Alt et cliquer sur l'un d'entre eux pour tous les fermer. Et vous pouvez refaire la même chose pour tous les rouvrir. Personnellement, je préfère que tous les effets soient désactivés avant de commencer à régler quoi que ce soit, sinon moi je m'y retrouve pas. Donc je vais tous les décocher. Pour éviter d'avoir à répéter la même opération à chaque fois,
je vous conseille de créer un album Power Grade spécialement pour Dehancer. Et lorsque vous faites clic droit et que vous choisissez Grab Style, il enregistrera l'étalonnage de votre plan et donc la configuration du plugin. Et vous n'aurez plus qu'à le récupérer pour l'appliquer sur le node que vous souhaitez. Alors la première chose qu'on va régler, c'est l'input, c'est-à-dire notre espace de couleur de travail. Ici, je suis en DaVinci White Gamut, mais j'aurais pu aussi bien être en ACC. On va mettre de côté les autres options pour l'instant. Je vous déconseille d'utiliser les réglages d'exposition et de balance, qui sont de simples réglages de gain, et donc qui ne sont pas très réalistes. Si vous avez besoin, là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais pour rappel, si vous créez un node précédent, et que vous passez votre gamma en linéaire, vous aurez un contrôle plus fiable de l'exposition et de la balance. Donc, mon conseil, dans ce contexte, utilisez les outils de Resolve comme des outils correctifs, et gardez Dehancer comme un outil créatif. Et les options de defringe ici, ça j'y reviendrai plus tard. Le travail créatif commence avec le choix du négatif. Alors on a une longue liste de différents négatifs disponibles. Ce sont très principalement des négatifs issus du monde de la photo traditionnelle et il y en a 6 qui sont issus du cinéma. En l'occurrence, les Fuji Eterna et Reala. Et les Kodak Vision 3. Les lettres D et T correspondent à Daylight et Tungsten, c'est-à-dire à des balances qui correspondent à la lumière du jour ou à la lumière artificielle incandescente. Et les nombres qui les précèdent correspondent à l'indice d'exposition, ou autrement dit, aux ISO. En argentique, ça correspond à la taille du grain sensible à la lumière. Le curseur push-pull se réfère au développement du négatif, s'il est sous-exposé puis surdéveloppé, ou inversement s'il est surexposé pour être sous-développé. Sur des négatifs couleurs, c'est un procédé qui apporte des changements de couleur importants. Mais si on essaye sur des négatifs monochromes, par exemple le dernier ici, ça aura généralement tendance à augmenter le contraste de l'image en poussant à gauche ou le baisser en tirant à droite. Et si on choisit par exemple une diapositive, vous voyez que le procédé maintenant a surtout tendance à modifier l'exposition. Donc il n'est pas évident de s'y retrouver au début et vous allez devoir faire des tests en les essayant les uns après les autres. Je vais mettre de côté ces 3 parties qui entrent dans la logique du développement du négatif et on va directement s'intéresser au print, c'est-à-dire au positif. Alors on a beaucoup moins de choix dans cette partie, mais pour l'instant je vais le laisser en linéaire, c'est-à-dire comme si le positif n'avait aucune propriété intrinsèque. Et si par exemple j'augmente l'exposition ici, on voit que si je la baisse là, j'ai augmenté l'intensité des couleurs du négatif. Et si j'ajuste un peu le contraste et la densité des couleurs, j'arrive rapidement, facilement à un résultat intéressant. Donc dans la liste des positifs, il y a le Kodak papier ici qui est issu du monde de la photo, la Kodak 2383 qui est très utilisée, qui est très connue dans l'industrie du cinéma, la Fuji aussi qui est très connue même si elle est moins utilisée, et le Cineon Filmlog qui est complètement différent puisque c'est disons un réglage technique. Je ne rentre pas dans le détail, mais je vous déconseille de l'utiliser à des fins artistiques. Revenons donc sur ces 3 parties-là. Alors globalement, elles vont avoir un impact sur le contraste. Donc, de mon point de vue, ce qui manque à ces outils, c'est de pouvoir visualiser l'effet du curseur sur une courbe. Par exemple, si je vais sur ce DCTL, j'ai accès à une courbe en surimpression qui me permet de comprendre la logique des différentes fonctions de ce DCTL. Alors, on peut visualiser le comportement de nos outils en allant sur une échelle de gris. Il y en a une dans le générateur de Resolve, dans la partie Edit. Je ne vais pas tout détailler ici parce que ça serait assez long, mais je vais vous expliquer la logique de ces 3 parties. Le film développeur agit sur le contraste. Ici, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Le Gamma Correction n'a aucune fonction seule. Il agit comme le pivot du contraste, c'est-à-dire qu'il va privilégier les hautes ou les basses lumières seulement si le contraste boost est utilisé. Le color séparation, c'est juste une préservation de la saturation sur le contraste. En général, j'y touche pas.
Le Color Boost ici, il fonctionne à peu près comme celui dans Resolve. Personnellement, j'y touche assez peu. Le film compression vient simuler la capacité du film à encaisser les hautes lumières, ce qui leur donne un aspect un peu plus laiteux. C'est un outil qui est intéressant. Vous pouvez faire varier l'impact de l'effet, par exemple, ou vous pouvez augmenter la densité en allant vers les tons intermédiaires. Le Color Density, comme son nom l'indique, densifie les couleurs. Il est subtil, mais j'aime bien son effet. Moi, ma méthode, ça serait de jouer sur le contraste avec le film développeur et le film compression, après avoir choisi votre négatif et votre positif. Vous avez aussi l'Expand qui corrige le contraste à partir des valeurs les plus sombres et les plus claires, mais il agit comme une correction du scan avant le négatif. C'est un peu comme pour l'ordre d'application des effets à l'intérieur d'un node. Je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Dans Dehancer, c'est pareil, la fonction Expand s'applique avant le négatif, ce qui veut dire que toutes les autres modifications se feront sur la base des réglages que vous aurez fait dans cette partie. À mon avis, dans l'absolu, évitez d'avoir à y toucher. Alors, le Color Head ici, il peut être considéré comme l'équivalent d'une tireuse film, qui consiste à utiliser des filtres de couleurs pour corriger la balance. Il fonctionne un peu comme l'offset, c'est-à-dire que si vous faites bouger l'un de ces curseurs là, ça produira un effet assez similaire au canot RVB ici, présent dans l'offset. Donc le Color Head agit en parallèle du positif et donc après le négatif. Donc je vais sélectionner le Print Kodak 2383. Ce qui pourrait être intéressant là encore, c'est d'avoir une option pour représenter les courbes RVB, pour éviter d'avoir à aller sur une échelle de gris, comme ici par exemple, où on a une visualisation de l'effet en direct. Et donc, on peut jouer ici avec les teintes complémentaires, par exemple en modifiant leur répartition dans les basses lumières, et puis en jouant par exemple avec le filtre rouge pour y ajouter du cyan. Voilà, bon, je vous laisse le soin de faire vos expériences. À mon avis, vous n'êtes pas obligé d'aller dans cette partie. Et si vous le faites, je vous conseille d'y aller dans la logique de modifier le rendu de votre positif. Donc, nous avons vu les outils qui modifient la couleur. Maintenant, nous allons aborder les outils spatiaux, c'est-à-dire ceux qui n'agissent que sur certaines zones de l'image, comme par exemple le grain, des effets de flou comme la halation, le bloom, des effets de particules comme des poussières, etc. Ce sont des défauts de la pellicule qu'avant les années 2000 on tentait de réduire autant que possible, mais avec l'arrivée du numérique, on a fait le chemin inverse en voulant retrouver ce côté organique du film. Je ne vais pas tous les passer en revue, seulement ceux que je considère être essentiels. Je vais vous montrer leurs effets respectifs sans aucun autre réglage, mais je vous conseille, avant de les activer, d'avoir déjà travaillé la couleur. Alors il y a évidemment le grain, qui est inhérent au film. On pourrait faire tout un épisode sur le sujet, mais en fait je ne vais pas m'y attarder. Je voudrais simplement vous mettre en garde si vous produisez du contenu pour Internet. Les algorithmes de compression des plateformes comme YouTube, etc. cherchent à réduire la quantité d'informations d'une image. Et donc, non seulement vous ne retrouverez pas le grain tel que vous l'aviez conçu, mais en plus, votre image aura peut-être perdu d'autres détails que vous auriez aimé conserver. Donc, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas en mettre, mais je vous dis simplement d'en tenir compte. Alors, on va s'attarder un peu sur la halation qui est intéressante. Je vais cocher cet effet, et pour qu'il soit plus visible, je vais le mettre un peu plus fort. Et on voit qu'autour des zones contrastées, il y a un halo rouge-orangé. C'est un effet classique qu'on retrouve spécifiquement en argentique, qui est plus ou moins prononcé en fonction du type de film, en fonction de l'exposition, du contraste, des conditions de lumière, etc. Donc pour vous expliquer la logique, voici une représentation simplifiée d'un film argentique, avec une émulsion constituée de 3 couches, qui permettent de recréer l'image en couleur. La lumière traverse d'abord la couche qui permet de créer la composante bleue, puis la verte et enfin la rouge. Une fois cette dernière couche traversée, la lumière a tendance à s'y réfléchir de manière diffuse, ce qui produit la formation de halos rouges, voire orangés si la lumière a atteint la couche qui correspond au vert.
Donc quand on applique l'effet, on voit qu'il se forme un halo rouge autour des zones contrastées, mais on voit apparaître aussi un voile orangé beaucoup plus diffus sur l'ensemble de l'image, surtout sur les zones claires. Donc la halation est un réglage complexe, et pour mieux la comprendre, on va plutôt aller dans Custom. On peut jouer ici sur la quantité de diffusion globale, et ici on peut faire varier la diffusion locale. Ici, on peut modifier la douceur de cette diffusion. Ici, on peut jouer sur la tolérance aux zones contrastées. Éviter de le pousser à 0, sinon ça risque de se voir. Ici, on peut modifier l'impact sur les parties les plus ou moins claires. Vous pouvez aussi amplifier l'effet ici. Et vous pouvez simuler la part de vert qui vient se mélanger au rouge. Et ici, vous pouvez également compenser la composante bleue. Alors, il y a deux autres paramètres importants à prendre en compte dans la partie Input qui permettent d'agir sur les aberrations chromatiques et qui pourraient interférer avec l'effet d'halation. Par exemple, avec la halation dans cette image, l'effet ne fonctionne pas à cause du contour bleu des aberrations chromatiques. Nous pouvons les supprimer en utilisant Defringe et en modifiant le degré de suppression de ces aberrations. Et en dessous, on a la taille du contour. Voilà, je vais passer un peu plus vite sur les autres. Le bloom correspond à une diffusion de la lumière autour des zones contrastées. Ça vient à la base de l'optique, mais c'est amplifié par l'émulsion argentique. Donc, vous allez jouer plus ou moins avec cet effet en fonction de si vous voulez simuler par exemple une optique vintage ou des filtres de diffusion comme le Promist. Et pour info, plus le format est petit, plus l'effet est prononcé, comme par exemple avec le 8 mm. Je passe très vite sur le Film Damage qui simule l'ajout de poussière. À mon avis, on en aura rarement besoin. Le Film Breath qui est un changement aléatoire d'exposition et de balance. Alors c'est dû à différents facteurs comme la fluctuation de l'obturateur de la caméra, à des écarts de développement du film, ce genre de choses. De base, là, il est très fort, hein. Aucun film moderne tourné en 35 mm ne donnerait ça, mais vous pouvez le régler de manière très subtile en le combinant aux autres effets si vous voulez. Le Gateweave, il fait référence au balancement mécanique du film. Là, il est subtil en 35 mm, mais il est plus flagrant sur des petits formats comme le 8 mm. Donc là aussi, ça peut être intéressant s'il est combiné aux autres effets. Voilà, en ce qui concerne l'overscan, je ne rentre pas dans le détail, je ne vois que assez peu de situations où on en aurait besoin. Et la vignette, ça tout le monde voit ce que c'est une vignette classique dont on peut faire varier l'exposition, on peut faire varier également la taille, la douceur du contour, etc. Avec quand même une précision, c'est un effet qui s'applique en parallèle du positif et donc après le développement du négatif. Voilà, maintenant qu'on a passé en revue l'ensemble du plugin, il ne nous reste plus qu'à le tester en situation réelle, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé pour acheter le plugin, sachez que vous pouvez avoir 10% de remise en appliquant le code étalonnage numérique. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, et je vous dis à bientôt.